Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Strength and Mobility Podcast. Je m'appelle Hugo, je suis votre hôte et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Adrien Barbosa que vous pouvez également retrouver sous le nom @Adrien Barbosa, même chose sur Instagram. Adrien, salut et merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi de m'inviter, ça fait plaisir. Adrien, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu où est-ce qu'on peut te trouver? T'es de Paris, il me semble. Quelle salle? Je suis de Paris, je travaille dans une petite salle de quartier qui s'appelle Houseboxing, dans le 15e arrondissement de Paris. Et sinon, on retrouve, comme tu as dit, sur les réseaux, sur Instagram et Ok, sur Facebook. ok. Mais très bien. Et est-ce que toi, avec cette période un petit peu casse-couille, j'ai envie de dire, est-ce que tu as transmis un petit peu une partie de ta clientèle en ligne? Ou est-ce que tu attends que ça reprenne, que c'est en stand-by? J'ai continué en faisant à domicile. D'accord, ok, oui, bon, très bien. Pendant le, pendant le premier confinement, j'ai fait un peu en ligne, mais c'est pas trop. En tout cas, la clientèle que j'ai, c'est pas trop ce qui les intéresse. Hmm. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui perdent la motivation dès que tu les vois pas. Ouais, Du coup, bah, forcément, si tu peux continuer à faire ton truc, c'est top. Et c'est aussi l'avantage quand on a des disciplines comme les nôtres, qu'on n'est pas forcément dans des salles de body ou quoi que ce soit, c'est que tu peux continuer ton truc. En fait, tu n'as pas besoin de 36 machines. carrément. Franchement, c'est grave cool. Et pour ton entraînement, t'as pu continuer tranquillement à faire tes petits trucs, bosser ta mobilité. J'ai vu que tu étais pas mal sur le backbend, je crois, ces temps-ci. Euh, Là, en ce moment, je fais plutôt en ce moment, je fais un peu de. On va dire, je fais un bloc un peu plus musculation, quoi. Ok, cool. Pendant 6 semaines. Mais ouais, sur la souplesse, mon gros point faible, c'est vraiment le dos. Du coup, j'essaie de taffer un peu plus, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est pas mal hein, de ce que j'ai vu. Moi, j'y suis pas encore à ce niveau-là, ne serait-ce que la force, comme je te voyais faire pour descendre et remonter, enfin commencer à remonter, c'est c'est super dur ça. Alors, la remontée, c'est plus de la force et de la technique. Mais par contre, la descente, tu vois que je suis pas. Quand je descends, je suis pas du tout arché au niveau du dos. J'ai vraiment du mal à mobiliser mon dos, à ouvrir mes épaules. C'est C'est super dur. compliqué. Super dur. Et surtout que, mais tu es quand même un petit peu dans une approche, si je dis pas de conneries, hein, rectifie-moi, mais un peu contorsionnisme dans certains mouvements de souplesse, quoi, quand même. Ouais, en fait, je pense depuis, ça a commencé en ouais, fin 2019. J'ai commencé à l'école des arts chinois du spectacle. C'est une Ok, école de cirque. Donc, j'ai commencé la contorsion et les équilibres là. top. Ce qui fait que j'ai fait quelques cours. Bon, après, il y a eu tout ce qui est confinement et tout. Donc, j'ai pas fait énormément de cours non plus. Mais bon, voilà, j'ai quand même fait au moins une vingtaine de séances, voire plus de contorsion. Du coup, j'ai appris des trucs quand même. Ouais, c'est pas mal. Puis j'imagine que le fait d'avoir quelqu'un en physique qui peut Ouais, le replacer, ça fait une différence de fou. C'est ça. de fou. Et puis, c'est beaucoup de stretching avec des gens qui t'aident, qui t'assistent. Genre, je sais pas, qui te poussent sur ton dos, des trucs vraiment à l'ancienne. Ça marche, enfin, voilà, quoi. Ça Ah, marche bien, quoi. ouais, ouais. C'est des entraînements bien durs. On t'entraîne Ouais. bien, mais super efficace. Ouais. Mais ouais, ça me fait penser que j'ai l'impression quand même que bah, là, on parle de souplesse. Moi, la dernière fois, avec un ami, on en parlait pour ce qui est de la muscu pure et dure, on va dire. Mais il y a quand même ce côté, dès que tu vas gratter un petit peu plus profondément dans la méthode, tu te rends compte que ce qui se faisait avant, ça suffisait largement et que les mecs arrivaient à soit obtenir des physiques de fou, soit avoir une force de fou, une souplesse de dingue, et avec des méthodes complètement rudimentaires, tu vois. Pas de technologie, pas de pistolet vibrant connecté, je sais pas quoi. Et en fait, tu te rends compte que maintenant, on a trop de méthodes, on a plein de méthodes. Par contre, on a zéro gain, zéro résultat, tu vois. Ouais, parce que, enfin, d'ailleurs, c'est marrant, tu vois, les experts de la mobilité, genre Kelly Starrett ou quoi, passent Ouais. leur temps à décrier. Ils disent oui, les yogis, c'est pas bien, ce qu'ils font, c'est pas fonctionnel. Voilà, ils peuvent se blesser, blablabla. Mais quand tu regardes, ils parlent de mobilité tout le temps. Ils critiquent des gens qui savent faire un grand écart facial latéral, des ponts, et eux, ils en sont incapables. Tu te dis, c'est bizarre quand même. C'est bizarre, c'est ceux qui parlent le plus qui en font le moins. Ah ouais.
Ouais. Tu penses que c'est important, toi, quand même, parce qu'il y a souvent ce débat, moi je l'avais avant, c'était en mode, je pense que c'était aussi une excuse, honnêtement, je pense que c'était aussi une excuse pour justifier ma médiocrité, mais je me disais, écoute, faut totalement dissocier l'athlète et le coach, parce que je me disais, bon, ben, oui, forcément, le coach, c'est ça pas à être le meilleur athlète, mais maintenant je me dis qu'il y a quand même un lien, mine de rien, parce qu'un mec qui, comme ça, va parler qui va faire son business 100% sur la souplesse ou 100% sur l'haltérophilie, etc. Si le mec a jamais rien fait dans ça, je me dis quand même, il y a ce côté, bon, ben, l'expérience, ça fait que, tu vois, en même temps, Ouais. c'est pas seulement l'expérience qui fait que, tu vois, parce que des fois, des super athlètes sont vraiment des coachs éclatés, Mm. mais je me dis que si tu n'as pas connu ce milieu, tu vois, si tu n'as pas connu, par exemple, la compétition dans ce milieu, la préparation mentale, physique, je me dis c'est quand même un peu compliqué à terme de se prétendre pouvoir former des champions ou autre, tu vois. Alors, en tout cas, quand tu es spécialisé, parce que bon, nous, enfin, toi, tu t'appelles Hugo Mobility Coach, tu es un peu plus spécialisé, mais tu fais quand même, voilà, tu vois que tu n'as pas trop de frontières, tu fais de la muscu, etc. Mais je veux dire, quand tu es spécialisé, quand tu dis coach spécialiste de quelque chose, en tout cas, c'est sûr que comme tu le dis, il faut avoir quand même une expérience assez importante, maîtriser vraiment enfin, voilà, ouais, avoir un certain niveau. Après, quand tu es plus généraliste, est-ce qu'il faut avoir un niveau de fou? Je pense pas que le niveau il soit important, mais je pense que par contre, faire l'expérience des choses, si tu parles sans avoir, voilà, je sais pas, tu vois, moi, la muscu, je suis loin d'être le gars le plus fort de la Terre, mais par contre, je me donne, je sais ce que c'est que se donner, de se mettre dans le rouge. Je vis un peu les trucs, je les expérimente. Si tu restes que dans la théorie, par exemple, ouais, là, c'est complètement bidon. Non, carrément. Ouais, ouais. Parce qu'en plus, des fois, la manière dont la personne, théoriquement, par exemple, à travers d'un livre, d'une formation, ton professeur, peu importe, lui, il va expérimenter le truc et du coup, va donner ces ressentis-là. Peut-être que, on le sait, hein, avec le sport, ça dépend vachement d'une personne à l'autre. Et en fait, toi, tu vas partir du postulat que c'est comme ça pour tout le monde, sauf que pas du tout, en fait. Et tu vas te rendre compte que non, c'est pas que cette méthode qui fait ça, c'est pas que cette méthode-là qui fait un split ou la mobilité ou quoi que ce soit. Et je pense que dans ce côté expérience, tu développes aussi cette adaptabilité. Et tu te rends compte que ah ben lui ça marche comme ça, lui ça marche comme ça, moi ça marchait comme ça, donc peut-être que ça a marché pour lui. Mais voilà, t'as pas la science infuse quoi, en tout cas. Ouais, carrément. Carrément. C'est cool. Et on se rend compte également que ben, le corps, au final, c'est pas juste une machine vachement, vachement, figée et ultra noire ou blanche, tu vois, mais que c'est un organisme pardon, qui est vachement complexe, tu vois. Et, euh, et moi, un principe que j'aime beaucoup et que d'ailleurs tu parles quand tu fais des stories ou des posts et que j'ai beaucoup aimé, c'est le principe d'Hormèse, tu vois. Ouais. Le principe d'Hormèse que on connaît, on va dire, de manière intuitive, mais qu'on a du mal à appliquer en général à ce côté comment dire, fitness, santé, tu vois. Ouais. Après, je ne sais pas si tout le monde le connaît. J'ai l'impression que tout le monde ne le connaît pas parce que voilà, quand je vois des coachs, même des coachs, des stars de YouTube ou d'Instagram, genre Jeff Cavalier, là, Athlète X, qui dit qu'il faut pas faire du leg extension parce que ça stresse les genoux, bah, j'ai l'impression que du coup, il ne connaît pas les principes d'adaptation du corps, il ne connaît pas leur mèse, apparemment. Ouais, je pense que ouais, j'ai peut-être été un petit peu trop ambitieux en disant que tout le monde connaissait ça. Je pense que c'est Ouais, plus dans un principe, ouais, carrément. Non, je pense que c'est plus dans un principe peut-être, on va dire, voilà. Si je devais résumer très vulgairement le principe, là, on va me taper dessus, mais bon, je m'en fous. C'est, on va dire que la dose fait le poison, tu vois. exact, mais c'est ça. La dose fait le poison. Et du coup, les gens ben, s'en rendent compte pour, on va dire, allez, quelques-uns pour, je sais pas, pour la douche froide, pour, pour tout ce qui est médicaments, etc., même si c'est un autre domaine. Mais en gros, il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce domaine, bon, Adrien, tu vas l'expliquer beaucoup, beaucoup mieux que moi, mais en gros, c'est une réaction biologique qui fait que quand tu es soumis à un stress ou une toxine, ben, le corps s'adapte, en gros. Donc,
Imaginons, la muscu, c'est un stress. Voilà, la muscu, c'est un stress. Donc, tu vas faire tes séries de squats. Pas trop intense pour pas te casser un truc, forcément. Mais si tu stresses le corps petit à petit, le corps va s'adapter. Hypertrophie musculaire, gain de force, euh, gain nerveux, enfin bref. Donc c'est un système qui, mine de rien, est plus souvent facile à mettre, enfin possible de mettre en place qu'on ne le pense, notamment sur plein d'autres choses. Il y a l'hormèse environnementale, il y a pas que physique, hein, il y a plein de domaines. Ouais, et surtout, ça, en fait, ça touche. En fait, ça concerne tous les tissus du corps humain. Donc, là, tu as parlé des muscles. Justement, ça, je pense que c'est. Comme tu dis, en fait, ouais, tu avais un petit peu raison dans le sens où les gens connaissent ce principe pour certaines parties du corps, certains tissus, comme les muscles. Par contre, il y a on ne sait pas pourquoi, il y a des parties du corps où on a toujours l'impression que c'est complètement vulnérable et pas du tout adaptable. Je pense par exemple aux disques intervertébraux. Ça veut dire qu'il y en a pour qui voilà, charger la colonne avec une barre, tu te dis oui, mais ça va tasser les disques. Oui, mais en fait, c'est la même chose. C'est la même chose que les muscles. Si tu les charges un petit peu, pas trop, et que tu donnes au corps l'occasion de récupérer de ce stress, eh bien, le corps va s'adapter. C'est pour ça que c'est un principe fondamental en fait, pour les coachs. Ça veut dire que voilà, ça veut dire qu'il n'y a aucun stress qui est mauvais en soi, mais plutôt que c'est pas en fait la nature du stress qui importe, mais plus la dose, le volume de stress qui est important. Et aussi la récupération. Tout à fait, ouais. Ça me fait penser à ce que tu me dis là sur les disques, ça me fait penser que moi, assez régulièrement, j'ai des personnes, même des collègues coachs, et c'est ça qui est un peu plus dommage, on va dire, qui viennent me voir et qui me disent, ben, écoute, en BP, on apprend ça, en STAPS, on apprend ça, on nous dit que Mhm. formellement, un disque n'est pas fait pour être chargé, la colonne n'est pas faite pour être chargée en position courbée, parce qu'elle reçoit un tonnage de X kilos, parce que les disques vont sortir, il va y avoir une hernie, parce qu'ils se déshydratent, enfin bref. Alors qu'on voit complètement que les disques d'une personne qui charge sa colonne, c'est comme tout, hein. Les sportifs, c'est pas des mecs qui détruisent leur corps petit à petit. En tout cas, Ouais. en principe, c'est pas ça. C'est carrément des mecs qui vont avoir des disques plus résistants. C'est carrément des mecs qui vont avoir des os plus denses, des tendons plus denses, plus résistants. Euh, Tu le vois, hein, ne serait-ce qu'au niveau du cartilage, etc., on dit souvent, non, tu vas te niquer les genoux, la course, le squat, le machin, tout ça, alors que les mecs, ils arrivent à 60 ans et ils font des dunks. Bon, ben, c'est bizarre quand même, parce qu'en théorie, on serait tous morts, tu vois. Donc c'est vraiment un sujet qui est pas maîtrisé encore. Ah, ouais. C'est pas maîtrisé, et puis c'est. Bon, je sais pas. Des fois, je sais pas, c'est assez incompréhensible en fait de dire qu'il ne faut pas faire tel mouvement, le genre d'une extension parce que ça stresse les genoux, mais en fait, le stress, c'est la base de l'entraînement. C'est pas ce qu'il disait, il ne faut pas faire de muscu parce que ça stresse les muscles, tu vois. Bon, c'est. Ouais, c'est ça. Faudrait rien faire. Mais il Ouais, faudrait prier pour que tu n'aies pas de problème après. Il faudrait prier pour exact. qu'un jour, il n'y ait pas un stress qui arrive, tu vois, que t'as pas voulu. Parce que c'est une chance quand même, la muscu, enfin, l'activité physique en général, tu peux avoir une longueur d'avance sur les aléas de la vie, tu vois. Tu peux faire en sorte que si tu fais rien dans ta vie, un jour peut-être que, je sais pas, tu vas marcher, tu vas descendre des escaliers, tu vas glisser, là tu vas te foutre en l'air. Mais le sport te permet de, toi, prendre une longueur d'avance, habituer ton corps à ce stress, et le jour où il arrive, le jour où, je sais pas, tu te fais renverser à vélo ou tu te casses la gueule, tu tombes de 2-3 mètres, peut-être t'en sortir mieux, tu vois. Ça veut pas dire que tu es indestructible, mais ça veut dire que tes tissus, peut-être qui seront plus, comment dire, mieux préparés. Je prends l'exemple, moi là, j'ai repris un tout petit peu la course, je pense comme tout le monde pendant le confinement, et en courant minimaliste, bon, t'es pas du tout protégé, tu vois. Donc d'un côté, c'est pas bien parce que tu risques de te faire mal, mais en même temps, à force de courir en minimaliste et à force de laisser mes articulations se faire tourner dans tous les sens, la dernière fois, j'ai raté un trottoir, ma cheville est partie en inversion, bref, comme ça, quoi. J'ai rien eu, tu vois, parce que ton corps est habitué, parce que ton corps a été habitué à ce stress, et que le jour où il arrive,
Demain, je mets n'importe quelle personne qui fait pas de sport, bah, c'est une foulure, tu vois. Pas forcément très grave, mais il y a une foulure. Donc c'est ça aussi le truc. Attends, t'as sauté un petit peu là à la fin? Ouais, je disais en gros que, ben voilà, disons que, bon, j'aime pas les phrases toutes faites, mais qu'en gros, de gros, ben, si tu veux pas être blessé dans une position, ben, t'as moins de chances d'être blessé si tu es habitué à être dans cette position quand même, mine de rien. Tu vois? C'est ça, c'est le mec qui fait toujours son soulevé de terre. Moi, j'en ai connu des gars comme ça qui faisaient toujours leur soulevé de terre plus ou moins lourd, tu vois, dos super droit, et qui ramassaient leurs clés dos droit. Enfin, c'est des trucs complètement ridicules, tu vois. Et ben, le jour où ils récurent des chiottes, qui passent la serpillière, etc., dos rond, ben, là, ils se font en l'air. C'est quand même, euh, c'est quand même cocasse pour un mec qui est habitué à soulever des charges qui font 3 fois son poids, quoi. Ouais, bah, ouais. Et d'autant qu'il y a deux mécanismes après, qui se mettent en place. Déjà, les tissus ne sont pas habitués à être chargés dans cette position. Et en plus, la personne elle a des croyances qui font que son système d'alarme de la douleur en fait, va être plus sensible à certaines positions. En fait. C'est ça, ça aussi, c'est un sujet qui est vachement complexe, la douleur, dont je vois qui t'intéresse vachement. C'est souvent, voilà, souvent c'est associé comment dire, à mauvais escient, douleur égale problème précis. Tu vois, on a souvent une relation de cause Égale lésion assez, tissulaire. dis-moi. Ouais, égale lésion, égale blessure. Enfin, Voilà, c'est ça. Est-ce que tu pourrais un petit peu, parce que moi c'est un sujet que je maîtrise pas encore énormément, est-ce que tu pourrais rapidement essayer de nous parler de ces un petit peu, comment dire, de ces croyances et voir un petit peu où est-ce qu'on en est réellement, tu vois, si jamais ça te vient en tête. en fait, la douleur, c'est comme un système d'alarme. Voilà, la définition de la douleur, à peu près, c'est ça, c'est un système d'alarme qui t'informe d'une lésion tissulaire réelle ou potentielle. C'est-à-dire que c'est là pour t'informer, en fait, c'est-à-dire que des fois, tu peux avoir une douleur avant, en fait, justement, d'avoir la lésion parce que le système, il est là pour te protéger et donc, il va te dire, la douleur, elle va être là pour te dire, eh oh, calme-toi. Là, tu es en train d'aller un petit peu trop loin. Donc, c'est pour ça que la douleur n'est pas forcément liée à une lésion tissulaire réelle. D'accord. Et plus complexe encore, on peut avoir une lésion tissulaire sans douleur, selon le contexte. Il y a des exemples, voilà, on va prendre un exemple extrême. Il y a une surfeuse, donc j'ai oublié le nom, qui s'est fait bouffer le bras par un requin. Elle était en train, du coup, de fuir le requin. Et donc, pendant le moment, elle n'a pas senti son bras. Elle n'a pas senti qu'elle s'était fait bouffer le bras. Elle n'avait aucune douleur. Pourquoi? Parce que dans le contexte, le corps, il a privilégié la fuite. Il n'allait pas, l'attention n'allait pas se porter sur le bras. Ce n'était pas important à ce moment-là. Et du coup, même dans un cas extrême comme ça, elle n'a pas ressenti de douleur. Et bon, ça peut arriver dans des exemples plus du quotidien de ne pas avoir de douleur malgré des lésions, en fait. Il n'y a pas comme ça comment dire, c'est pas aussi simple que ça, en fait. D'accord, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est Et du bien. coup, pour en revenir aux croyances, il y a, du coup, en fait, le fait d'avoir des croyances sur certaines positions, d'avoir d'éviter certaines postures, d'éviter certains mouvements, tout ça, ça va contribuer à sensibiliser le système d'alarme qu'est la douleur. Ça veut dire que inconsciemment, si à un moment tu vas faire dos rond, avant, il n'y a même pas besoin d'un processus conscient, il n'y a pas besoin de se dire, d'avoir une narration interne en mode ah, j'ai fait dos rond. C'est directement, il y a une douleur qui va se déclencher parce que tu as installé cette croyance que c'était dangereux. Donc, tu vas sensibiliser ton système d'alarme. D'accord, ouais, c'est vraiment intéressant. Ok. Et Tout ça, tout ce que je dis, c'est hyper simplifié parce que bon, c'est de la neuroscience. Et bon, voilà. bien Si sûr, les gens ils veulent se renseigner, c'est un peu plus complexe. Là, vraiment, je simplifie, mais ça fait partie des mécanismes. Et du coup, c'est pour ça que c'est important. Pour moi, je pense que la science de la douleur aussi, c'est un sujet qui doit venir un peu plus qui devra venir un peu plus dans le monde du coaching. Ça commence à venir. D'ailleurs, j'ai fait une formation là, avec John Yuen ouais. et Yogic Physio, j'ai oublié le nom, Oliver Ok. Crossley.
Euh, Ils ont fait une formation sur la douleur. Donc ça commence un petit peu à venir, mais j'espère que ça va venir plus parce qu'en fait, ça permet de déconstruire certains a priori qu'on a justement sur les positions, alors telle posture est dangereuse, etc. Ça permet vraiment de comprendre les choses et même si c'est plus une partie pour les thérapeutes, déjà de commencer à éduquer nos élèves sur ce que c'est la douleur, leur faire changer un petit peu de vision, de ne pas être toujours dans le catastrophisme en fait dès qu'ils ont une douleur. Ouais, ça, encore une fois, ça, ça va aussi dépendre énormément des professionnels. Moi, j'en ai connu beaucoup des physios qui étaient vachement dans cette démarche. Bon, ben, on va éduquer, on va faire notre rôle et essayer de. Et j'en ai connu énormément qui étaient dans leur rôle bon, j'ai la connaissance, je la garde pour moi, je suis là pour traiter et la personne, elle n'a pas forcément à savoir, alors que c'est un petit peu dommage de garder cette différence, cet élitisme, on va dire, intellectuel qui fait que ben, la personne ne va pas pouvoir comprendre ce qui lui arrive et du coup, ben, peut-être éventuellement l'éviter, tu vois. Mm. Et là, je viens de penser à un truc, quand tu parlais de la douleur, ça me fait penser, j'en parlais récemment à, euh, à une proche qui s'était mise au sport. Ouais. Je me rends compte que quand tu es débutant, tu es beaucoup plus apeuré ben, de la moindre douleur. Et j'en suis venu bon, par exemple, tu vois, elle faisait des élévations latérales et au bout de 10 reps avec un poids ridicule, alors que je savais qu'elle pouvait porter beaucoup plus parce qu'elle me l'avait déjà montré, eh ben, je peux plus, j'ai mal, je peux plus, j'ai mal. Donc je me suis posé la question, est-ce que, tu vas peut-être être à même de me répondre, hein, mais est-ce que du coup, c'est ta perception de la douleur qui change? Par exemple, tu as plus mal quand tu fais ça, ton seuil de douleur est beaucoup plus élevé, et je pense que dans tous les cas, c'est un petit peu le cas. Ou alors, est-ce que c'est ce côté, en tant que sportif, tu t'habitues à la douleur? Tu vois, est-ce que en tant que sportif, ben, tu la ressens toujours, mais tu es beaucoup plus habitué à te mettre à mal, entre guillemets, hein, ça ne veut pas dire qu'on se fout en l'air, mais est-ce que c'est ton seuil de douleur qui, du coup, est, est moins élevé. Du coup, tu ne ressens pas forcément les douleurs, alors qu'il y a quelques moments, tu l'aurais ressenti de manière intense, on va dire, à ce moment-là. Ou alors, est-ce que tu t'habitues juste à la douleur et que du coup, tu peux la laisser passer plus régulièrement? Je pense que ça peut être une combinaison des deux, en fait. Déjà, le seuil de douleur, effectivement, il va s'abaisser par la pratique. Et, euh, et puis, oui, après, il y a l'aspect mental, en fait. L'aspect de. Au bout d'un moment, de toute façon, quand tu fais de la muscu, tu vas un peu te dépasser. Donc, tu vas chercher plus loin et du coup, tu vas dépasser un peu ce stade où tu as mal et tu t'arrêtes. Tu vas chercher la brûlure. Du coup, Ouais, c'est un peu une combinaison des deux. Après, je ouais. peux pas te répondre. Là, j'ai pas une réponse précise là-dessus, quoi. Ouais, bien sûr. Mais il Je y a suis désolé, aussi. je suis en train de chercher un truc dans ce livre-là, A Guide to Better Movement. Ok, Alors, ça, c'est un super livre. C'est ça c'est un peu ce livre qui m'a fait adorer la science de la douleur. C'est avec ça que j'ai commencé. Et dedans, il y a un truc qui est un tableau un peu récapitulatif. Justement, je voulais vous montrer un petit peu. C'est en fait, c'est un tableau avec des pourcentages dans la population générale de gens qui sont sans douleur. Montrer, il y a vraiment des blessures assez courantes, des hernies, etc. Et c'est pour montrer vraiment que c'est très courant dans la population sans douleur. Ça permet aussi de déconstruire un petit peu cette idée voilà, que toutes les lésions tissulaires sont liées à des douleurs. Mais bon, j'arrive pas à le trouver, donc je crois que je vais abandonner. Parce que là, je fais que si tu le trouves, n'hésite pas, hein. farfouiller dans les. C'est super intéressant. Donc, tu es en train de dire qu'il y a des personnes qui pourraient avoir des hernies et, en fait, concrètement, même pas s'en rendre compte, c'est ça? Exactement. Mais c'est très courant, en fait. En fait, il faut se rendre compte que, par exemple, par exemple, même l'arthrose, c'est une dégénérescence. C'est, en fait, ce qu'ils disent, c'est que toutes les lésions au niveau voilà, les lésions au niveau des disques, des os, etc., la dégénérescence osseuse, ils comparent ça aux rides du visage. Tu vois, une ride sur le visage, ça fait pas mal. Eh bien, Mhm. c'est pareil. C'est des tissus qui vieillissent. Et après, en fait, c'est surtout souvent une histoire de contexte qui va faire que tu as mal ou pas. Bon, ça va être, bah, voilà, ça peut être les croyances, le stress que tu as dans ta vie en ce moment. Euh,
ton sommeil. Si tu as un mauvais sommeil, tu es plus à même d'avoir des douleurs, etc. C'est pas lésion tissulaire égale douleur. Hmm. C'est pas aussi simple. Ah, c'est super intéressant. Et du coup, le livre là, A Guide to Better Movement, pour ceux que ça intéresserait. Ouais. A Guide to Better Movement de Todd Hargrove. Ok, Donc ok, lui, c'est ok. voilà, un petit peu un mover, mais Mhm. c'est surtout, à la base, c'est un physio. Mais voilà, il a une vision vraiment très ouverte. Il n'est pas Et pas dans les mouvements, justement, dans les restrictions de mouvement. Les trucs. ouais, Et je ne le trouve absolument pas. L'exemple que je vais donner, je ne le trouve absolument pas. bah, écoute, c'est pas grave. Si jamais tu le trouves, tu auras qu'à me l'envoyer après. J'essaierai de l'incorporer au moins dans la vidéo qui sortira sur YouTube, en sachant Ok, que ça marche. si jamais Je ferai vous ça. regardez, vous écoutez ce podcast sur Spotify, vous avez aussi une version vidéo qui sera présente sur ma chaîne YouTube. Donc si jamais vous voulez voir nos petites têtes, par exemple, c'est toujours pas mal. Et du coup, donc, par rapport à ce côté douleur, tu as dit il y avait énormément donc, de contexte, de choses à prendre en compte. Il y a aussi pas mal ce côté croyance, du coup, auto-croyance. Est-ce que je me sens en bonne santé? Est-ce que je me sens en danger? Et du coup, il y a quand même énormément de liens, enfin, c'est même carrément indissociable, entre l'aspect mental et l'aspect physique, quand même, qui se complètent et qui, parfois, malheureusement, viennent se bagarrer un petit peu et du coup sont en conflit. Et du coup, parfois, il y a des choses qui sont faisables physiquement et qui, en fait, vont être limitées par le mental ou vice-versa. En fait, tu vas être limité mentalement et physiquement, pardon, et le mental va prendre le dessus et du coup, tu vas être capable de le faire en te foutant en l'air plus ou moins. Mais en tout cas, c'est incroyable de voir comment ces deux forces s'auto-alimentent ou s'auto-détruisent. Ouais, carrément. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Ouais, non, je suis totalement d'accord. Bah, J'ai tu rien à ajouter, je suis désolé. Je l'ai vu ça notamment, bon, ça se voit beaucoup vers des personnes, on va dire, qui sont conditionnées mentalement, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué si la personne débute le sport et du coup, comme on a dit, n'a aucune notion de douleur, qui n'est pas du tout capable de ce qu'elle peut encaisser réellement versus ce qu'elle ressent. Et du coup, bah, forcément, cette personne, on ne va pas lui demander de faire un marathon en poussant la douleur ou quoi que ce soit. Puis c'est pas forcément recommandé, ça serait un petit peu con de partir juste de ce postulat-là. Tu peux y aller, vas-y, fous-toi en l'air. Mais il y a des mecs, tu vois, je prends souvent l'exemple de ce gars-là. Je ne sais pas si tu connais David Goggins. Attends, il y a une petite coupure. Une petite coupure, tu t'es arrêté où? Ouais. Tu me prenais là, tu es en train de me parler d'un gars, Ouais. mais après, j'ai pas entendu. Alors, le gars, c'était David Goggins. Je ne sais pas si ça te parle. Non? Alors, ce gars-là, en gros, c'est un ancien Navy SEALs, je crois, Ouais. un mec de l'armée, tu vois, qui était gros, voilà, qui n'était pas forcément en forme, qui faisait pas forcément de sport. Et ce gars-là est devenu, je sais pas, je suis pas trop sûr du pourquoi. Peut-être que c'était aussi un ressentiment. Voilà, le mec s'aimait pas trop, alors qu'il était complètement. Mais en tout cas, le mec a accompli des trucs de fou. Il a couru des 100 miles, tu vois. Donc, pour ceux qui savent pas, 100 miles, ça doit faire 160 kilomètres par là, 140, 160. Donc, c'est super, super élevé. Le mec a tapé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le Budwater 235. Donc, c'est même chose, c'est 235 miles, tu vois. Donc, ça fait quoi? Ça fait 320 kilomètres, un truc comme ça, à pied, tu vois. Et ça, c'est des trucs qu'on pense pas du tout possible. Et le mec, il t'explique d'ailleurs dans son livre que je vous conseille, c'est euh, Can't Hurt Me, si jamais. Donc, je mettrai tous ces liens parce que là, on parle pas mal de livres, donc je mettrai tout ça dans la description. Et le gars t'explique que, par exemple, une fois, il a couru un 100 miles, tu vois, donc, tranquille, un 160 km, et qu'il a fini, on va dire, je sais plus combien c'est, mais plusieurs dizaines de kilomètres sur ses pieds cassés, tu vois. Le mec s'était foutu en l'air les orteils, ils étaient complètement cassés, et il continuait. Et du coup, ça me fait penser à ça. Je me dis, mais à ce moment-là, la douleur, elle doit être forcément perçue, ou peut-être pas, tu vois. Mais il y a un côté où le corps, en fait, bah, je sais pas vous, moi je me tape dans l'orteil, je vais faire la tapette, je vais avoir mal. Le gars se casse les pieds et il continue à courir, tu vois.
c'est juste extraordinaire de voir comment, à ce moment-là, le mental, il passe au-dessus et le physique est forcé de suivre, tu vois. C'est carrément fascinant. Je sais pas si tu as des exemples, toi, peut-être personnels ou même d'athlètes que tu as pu encadrer, Qui se sont dépassés comme ça? ouais, qui auraient pu se dépasser comme ça, à moindre échelle hein, aussi. Hein. Des fois, c'est con, mais une personne juste va faire une chose et pour elle, ça va être juste immense comparé à ce qu'elle pensait pouvoir faire. Exact. Ça, en tout cas, c'est l'exemple. Je pense qu'on a tous des exemples comme ça quand on est des coachs, parce que là, on va pouvoir faire le lien avec la santé mentale. Les accomplissements, en fait, c'est presque à chaque fois, en tout cas, et pour nous, des petits accomplissements qui sont rien pour nous. Pour eux, c'est un truc énorme, tu vois. Même si, je sais pas, une personne qui a du mal à faire deux pompes à genoux et qui en fait 10, voilà, pour elle, c'est génial. Et voilà, j'ai peut-être un peu digressé, mais le fait d'accomplir des choses, ça leur permet de gagner en estime d'eux-mêmes. Et il y a un truc dont je voulais parler, c'est que la plupart du temps, parce que là, tu m'as parlé de santé mentale, Mhm. euh, le plus gros des gains que j'ai avec les gens, c'est la santé mentale. Parce que par exemple, j'ai eu des personnes qui venaient, par exemple, j'ai eu une dame qui venait, elle pouvait venir une fois par semaine, faute de budget, elle était accro au sucre, donc elle voulait perdre de la graisse. Mais bon, je la voyais qu'une fois par semaine, elle ne faisait pas trop l'effort de m'envoyer, comme je l'avais dit, de m'envoyer ses repas pour essayer de faire un rééquilibrage, etc. Et du coup, en termes de résultats physiques, ça ne marchait pas trop. En revanche, elle m'a dit, au bout d'un moment, elle m'a dit en fait qu'elle était, voilà, qu'elle se sentait plus heureuse, qu'elle avait eu quand même des gains. Pourquoi? Parce que en fait, des fois, les gens ils viennent avec un objectif, je veux perdre de la graisse, mais il y a un pourquoi qui est plus profond. Pourquoi elle veut perdre de la graisse? Pourquoi elle veut changer de physique? Parce qu'elle a une image d'elle-même qui est peut-être négative. Et du coup, en fait, le fait de gagner en estime de soi, même si les objectifs qu'elle avait énoncés au départ ne sont pas atteints, finalement, bah, elle se sent mieux. Et c'est limite, ça m'est arrivé plusieurs fois. Que les personnes me disent non, finalement, mon objectif de départ, je m'en fiche, je me sens bien comme je suis, quoi. Et, Ouais, je pense que c'est la meilleure chose en tant que coach qu'on puisse recevoir, c'est je me sens mieux. Ou alors, quand je me regarde dans le miroir, je suis heureux. C'est, c'est, voilà. c'est aussi, moi, c'est la chose que je dis en fait aux personnes qui viennent me voir. Je leur dis, bon, ben, il y a ça, oui, ça va être dur, oui, c'est un investissement, etc. Mais derrière, c'est ça. C'est pas juste un physique que tu vas obtenir quand tu fais du sport, c'est un bien-être global. C'est Exact. une chance de pouvoir pratiquer du sport, que ce soit en salle ou hors salle, parce qu'il te faut très peu de matériel au final pour changer, tu vois, suivant l'objectif, hein, mais il te faut très peu de matériel, au moins pour commencer, tu vois. Ouais. C'est une bénédiction de pouvoir faire du sport. Selon moi, parce que voilà, comme on a dit, il y a un lien mental-physique, mais c'est Mm. juste exceptionnel. Euh, Tu vas réduire la dépression, enfin, les risques de dépression, tu vas te sentir mieux, tu vas plus t'aimer, tu vas être plus flexible avec toi-même parce que tu vas gagner de confiance. Enfin, c'est exceptionnel de voir ça et de voir les personnes justement qui viennent te voir ou alors qui, à terme, ensuite commencent à venir te voir, pas comme une corvée, mais ultra Mm. enthousiastes et prêts à se dépasser parce qu'ils savent que derrière, il y a vraiment que du bénéfice. C'est juste exceptionnel. Et c'est ça qui fait que quand tu es coach, en fait, tu dis, je fais La le passion. meilleur métier. Quoi. Ouais, c'est ça. Ça te ravive la flamme à chaque fois. Quoi. C'est exceptionnel. Ok. Et d'ailleurs, il y a un truc, je vais parler il y a un exemple là-dessus sur l'estime de soi et l'image. En fait, le fait d'avoir une mauvaise estime de soi change l'image qu'on a de soi-même. On a une mauvaise perception de soi-même en fait, quand on a une mauvaise estime de soi. Et il y a une étude qui a été réalisée par Irvine et Hall en 2019. Je ne la retrouve plus sur Internet, mais bon. Voilà, si jamais vous la cherchez, Irvine et Hall 2019, c'est une étude où ils ont pris 100 femmes, euh, dont certaines avaient une mauvaise image d'elles-mêmes et les autres avaient une bonne estime d'elles-mêmes. Et on leur a demandé de faire une prédiction en fait avec des fenêtres coulissantes de la prédiction du plus petit écart entre lesquels elles pouvaient passer. Et en fait, les
les femmes qui avaient une bonne estime d'elles-mêmes ont fait une prédiction assez juste, alors que les femmes qui avaient une mauvaise estime d'elles-mêmes donnaient un écart beaucoup trop grand, ce qui veut dire que leur image d'elles-mêmes était complètement faussée. Donc ça montre bien en fait que vraiment on peut avoir des résultats quand on augmente l'estime de soi-même avec des accomplissements voilà, à chaque séance, et bien finalement, ça, sans même changer réellement le physique, ça va en tout cas changer la perception qu'on a de soi-même. C'est intéressant. Et puis ça se traduit dans plein de domaines de la vie, hein, que ce soit professionnellement, relationnel. Une Ouais, personne qui est bien dans son corps et qui s'accepte, c'est une personne qui a beaucoup plus de pouvoir dans la vie, hein, tout simplement, hein. C'est pas juste le côté, bon, on va voir un corps, voilà, on est plus attirant, etc. Une personne qui se sent attirante, homme comme femme, comme non-binaire, peu importe, c'est une personne qui va l'être, tout simplement, parce que ça, tu dégages quelque chose. Une personne qui a pas confiance en elle, mais, forcément, ça va se ressentir, tu vois. C'est obligé. Donc, ouais, c'est juste exceptionnel de voir des personnes qui, via le sport ou un autre billet, hein, arrivent à se sentir bien, tu vois, c'est la meilleure chose. Et c'est clairement pas nous, en tant que coach, même si on a vu passer des centaines de corps, c'est clairement pas nous qui allons dire non, là, il faudrait que tu prennes plus de poids, non, là, il faudrait que tu perdes plus de poids. Non, non, la personne, si elle est au top mentalement, c'est exceptionnel déjà, tu vois, c'est suffisant. Et après, c'est un autre débat, la santé, mais tu vois, il y a déjà ce côté santé mentale, selon moi, c'est si tu n'as pas la santé mentale, à quoi bon la santé physique, tu vois? C'est à quoi bon se foutre en l'air, surtout que des fois, tu peux rentrer dans un cercle un petit peu vicieux où tu te fous la branlée parce que tu te détestes, tu vois, un truc un peu méchant. Mais voilà, nous, c'est le meilleur qu'on puisse recommander, c'est bah, de bien s'occuper de soi, hein, tout simplement. c'est pour ça aussi que quand on comprend ça aussi, ça nous pousse à pas forcément, tu vois, euh, se pousser la personne dans des extrêmes pour atteindre ses objectifs. Parce que tu te dis, ah, il faut absolument qu'elle perde de la graisse. Enfin, oui, tu veux, la personne, elle t'a énoncé ça comme objectif, c'est quand même ton but. Mais tu ne vas pas non plus partir dans des folies pour atteindre ces objectifs-là, quoi. Parce que moi, je me souviens qu'en formation, on te donnait des. Voilà, on te disait, oui, il faut, euh, il faut que les objectifs soient vite atteints. Tu vois. Si tu as, si t'as quelqu'un qui arrive pour un mariage, il faut que les photos de mariage elles soient plus belles. Il faut que tu fasses les trucs vite, quoi. Alors que dans la réalité, bah, franchement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et puis, c'est beaucoup plus complexe que ça. Tu vois. Là, j'ai pris l'exemple d'une dame. Ouais, ça va paraître moins romantique que ce que d'autres coachs te sortent avec leurs photos d'avant-après, mais c'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours un truc parfait où la personne elle a perdu tant de kilos en 2 semaines, quoi. C'est pas toujours ça la réalité, hein. Ouais, surtout que ces avant-après, faut pas, comment dire, faut pas toujours croire ce qu'on voit sur Internet, ce qu'on voit sur les réseaux, parce que moi j'en ai connu énormément, je ne citerai pas de nom, mais des organismes, des types de coachs, etc., qui faisaient des avant-après selon des méthodes peu scrupuleuses, hein, c'est-à-dire, je vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple des compléments, des substituts de repas, etc., liés à de l'activité physique pour des sédentaires. Donc forcément, ça, plus moins se nourrir, ça fait des gains, ça fait une perte de poids. Et les mecs te Herbalife. sortaient en... Voilà. Voilà, merde. Et bref. Et bon, les gars te sortaient, voilà, les gars te sortaient des résultats de dingue. Tu te dis, mais putain, mais bon, les mecs, c'est même pas des coachs et ils te sortent des trucs de fou. Tu dis, mais c'est ça. Mais non, mais les gars, redescendez sur Terre, enfin, c'est facile, c'est possible et c'est facile de sous-nourrir quelqu'un, de le massacrer au sport et de lui faire perdre énormément de poids en très peu de temps. Tous les régimes, là, tous les régimes de merde dont on a tous déjà entendu parler, qui te sous-nourrissent, qui te mettent des compléments de repas, des faux aliments, des trucs super chimiques, tu perds énormément de poids, oui, mais moi je veux voir l'après, tu vois. Un mois, ok, mais je veux voir dans un an, je veux voir dans 2 ans, je veux voir dans 3 ans, et je veux voir comment la personne elle se sort après, tu vois. Ouais. Il y a aussi ce côté, ben, ok, toi ton client peut-être qu'il va perdre que 5 kilos comparé aux 12 kilos du voisin, mais tu vois, si le mec il se réveille, il a plus d'énergie, il se sent bien, Mm. il est content d'aller faire son sport,
Et moi, ça me va totalement. C'est ça que je veux, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est aussi le côté, parfois, on va dire que la meilleure ou Attends, ça saute méthode. un peu là. Ah, je reprends. Tu m'entends là? Ouais. Je dirais que parfois, la méthode la plus efficace, donc à prendre avec des pincettes, la méthode la plus efficace, on va dire, qui va faire atteindre l'objectif le plus rapidement, c'est pas forcément la méthode que, en tant que coach, enfin, suivant le coach, on choisirait, parce que parfois, tu vois, une méthode, elle est à peine plus lente, à peine moins efficace, va faire en sorte que la personne va préférer faire cela, tu vois. Moi, je prends l'exemple, j'ai plein de personnes, tu vois, allez, rien que le foam roller. Il y a énormément de débats sur ça, il y a énormément de débats sur les automassages, sur les étirements, sur quoi que ce soit. Mais moi, des fois, une personne en fin de séance a envie de se masser parce que elle l'associe aussi au bien-être, tu vois. Il y a une détente, il y a un bien-être, la personne se sent bien. Et ok, on va faire un petit peu d'automassage, tu vois. Ça ne veut pas dire que je vais me fier uniquement au ressenti de la personne, mais des fois, il y a ça. Des fois, la personne veut faire du cardio parce qu'elle se sent bien après. C'est aussi notre rôle de comprendre ça et de pouvoir choisir un bon compromis aussi entre ce qui est efficace et ce qui plaît, tu vois, à la personne. Parce que la personne, si tu lui fais faire de l'haltérophilie, qu'elle déteste ça, la personne, ça va être une corvée, soit elle va pas progresser, soit elle va te détester, elle va arrêter dès que tu seras plus avec elle. Alors qu'une personne qui reprend des habitudes saines petit à petit et qui fait des choses qui lui plaisent tout simplement, tu vois, ou du moins en partie, bah, tu as tout gagné, tu vois. La personne, tu Mm. es sûr de lui instaurer un lien sain avec le sport, tout simplement. Ouais. Là-dessus, il y a un vrai truc à faire parce que, euh, parce que je comprends pas en fait que maintenant le sport, ça soit associé à une corvée alors que c'est censé être du jeu, quelque chose qui nous plaise. Et c'est pour ça qu'en tant que coach aussi, il faut amener les gens à aimer ce qu'ils font, quoi. Parce que voilà, c'est pas juste leur faire atteindre leur. Parce qu'en fait, on peut leur faire atteindre leur objectif de plein de manières. Tu vois, si tu. Par exemple, si tu as quelqu'un qui veut perdre de la graisse, oui, tu peux le faire courir sur un tapis. Mais bon, il y a des chances que ça soit. Voilà, c'est nul quoi, de faire ça. Il y a des chances que ça ne lui plaise pas. Donc tu peux passer par d'autres biais. Vraiment, une des choses, comme tu l'as dit, c'est vraiment que la personne, elle apprécie ce qu'elle passe, qu'elle prenne du plaisir dans la pratique. En Mm. plus, ça va lui permettre, quoi, un jour, si elle déménage ou si elle n'a plus les moyens, d'être plus autonome dans sa pratique. Rendre les gens autonomes aussi, c'est super important pour nous. Ouais, c'est sûr. C'est ça, c'est tout un aspect, mine de rien, émotionnel quand même dans la pratique du sport. C'est comment je l'envisage. Il n'y a rien qu'à voir. Plein de sédentaires, hein, mine de rien, quand tu les mets à côté de ce qu'une personne fait, de sa diète, on va dire, de sa pratique, etc. Les trois quarts vont faire une grimace et dire: oh là, j'aimerais pas être à sa place. Ou alors: oh là, moi, il n'y a pas de chance que je fasse ça. Voilà, tu vois, déjà, c'est super personnel parce que ça va Encore un varier petit, d'une personne. un petit bug. De retour? Ouais. Ok. Je disais que déjà, ça va vachement varier d'une personne à l'autre ce que la personne va aimer, tu vois. Euh, je sais, bon, moi, le cardio, suivant ce que c'est, je suis pas trop fan. J'aime bien courir, mais tu vois, par exemple, je suis pas trop fan de natation, je suis pas trop fan de vélo, etc. Mais il y a des personnes qui vont adorer. Et aussi, c'est ça qui est important, c'est trouver ce qui te plaît et savoir le modeler pour faire en sorte que ben, ça t'aide à atteindre tes objectifs. C'est pas que, voilà, comme tu as dit, il faut absolument que je cours. Je déteste courir, mais il faut que je cours parce que c'est ça qui fait que. Et puis j'ai vu une influenceuse faire ça. Il faut absolument que je le fasse. J'ai les boules, mais il faut que je le fasse. Non, c'est pas comme ça. Il faut trouver, il faut expérimenter et faut parfois aussi pas hésiter à prendre un petit peu plus de temps parce que dans tous les cas, le sport, c'est pas une course, c'est pas un sprint, tu vois, la santé. C'est un truc, je préfère largement voir une personne qui met 20 ans à progresser beaucoup plus lentement, mais qui, pendant 20 ans, a une hygiène de vie quand même qui s'améliore petit à petit, qui fait du sport, qui du coup se sent bien, qui aime ce qu'elle fait, plutôt que d'une personne qui va briller en 1 an, 2 ans, et après qui va exploser en plein vol et plus faire de sport, soit parce qu'il est blessé, soit parce qu'il n'en peut plus, tu vois, c'est un enfer. Ouais, complètement. Donc voilà, hein, tout simplement. Complètement.
Faites du sport. Faites du sport, c'est bien. Exact. Ben écoute, on a traité quelques petits sujets déjà qui étaient pas mal. Moi, je voulais absolument te voir dans ce podcast parce que j'aime beaucoup l'approche quand même déjà réelle, on va dire. Pas vendre du rêve, c'est l'approche réelle du sport que moi j'aime beaucoup. C'est pas, voilà, on citera pas de nom, mais voilà, bref, les Pas influences. besoin. T'en as déjà cité, putain, je suis foutu. Mais bref, voilà. Moi, j'aime beaucoup ton aspect et puis ton intérêt vis-à-vis de la santé mentale, c'est pour moi super important. Et, Merci euh, beaucoup. et comme on a dit, voilà, pour moi, un coach, c'est un humain avant tout. Et l'athlète aussi, hein, c'est une relation d'humain à humain. Donc, le mythe du coach qui crie et qui te force à faire des choses qui te font en l'air, c'est dépassé, c'est fini. C'était dans les années 80 et puis ça ne marchait pas très longtemps parce qu'ils sont tous morts. Donc voilà, en tout cas, merci Adrien. On va s'arrêter là, je pense. Ça nous fait déjà Merci un à toi. Merci à peu toi pas encore de mal. m'avoir invité. Ça fait plaisir. Avec grand, grand plaisir. Encore une fois, pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, vous pouvez aller voir le travail d'Adrien plus en détail via son compte Instagram. Hein. Donc, je le rappelle, c'est Adrien Barbosa avec un Z tout attaché. Donc sur Instagram, il y aura tous les liens, tous les noms en description de cet épisode. Merci encore Adrien, ça a été un plaisir. Rien qu'en 1 heure et quelques, j'ai appris plein de trucs. Donc je vais aller voir tout ça, aller checker les livres. Et on se dit à très très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao ciao tout le monde. Ciao.